Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau format un peu inédit dans les coulisses du Web3. On va avoir un format qui s'appelle VC Versus. Et aujourd'hui, c'est VC versus Legiti. Le concept, il est assez simple. On a un CEO d'un projet qui va pitcher son projet pendant 5 minutes. Puis, on a deux VC. En l'occurrence, aujourd'hui, Baptiste Cotta de Leadblock Partners et Alban Vandeuvre de Ledger Catet qui vont écouter Pierre-Yves de Legiti et ensuite lui poser des questions pendant 30 minutes et ensuite ils feront à Pierre-Yves un feedback sur son projet. Sans plus attendre, peut-être on va commencer avec le pitch de Pierre-Yves de Legiti, donc qui est CEO. Je te laisse la parole, Pierre-Yves, pour commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Ditlo, je suis le fondateur et le CEO de Legiti. Et Legiti Yield est un protocole de rendement sur stablecoin avec la particularité d'être collatéralisé par un portefeuille d'obligations traditionnel. Et donc on vient répondre à cette problématique de gestion de trésorerie on-chain pour l'industrie du Web3. Donc on s'adresse à un marché aujourd'hui du stablecoin qui est autour de 120 milliards de dollars, qui est en forte croissance. Et concrètement, Legit Yield offre aux utilisateurs un rendement de 7% par an sur de l'USDC, donc sur le stablecoin émis par Circle, 100% collatéralisé bien évidemment avec un portefeuille d'obligations comme je le disais précédemment. Une solution extrêmement scalable puisque le marché obligataire traditionnel est très profond. Une stabilité du rendement bien meilleure que ce qu'on peut trouver sur des solutions dans la finance décentralisée. Et le protocole offre également le retrait instantané pour les utilisateurs et la distribution du rendement également de façon instantanée. Et nous sommes enregistrés PSAN en France par l'AMF. Concrètement, le processus est le suivant. L'utilisateur va sur legiti.finance, connecte son MetaMask. Dès qu'il a connecté son MetaMask, il peut déposer des USDC sur notre protocole. Au moment du dépôt, il y a un LUSDC qui est minté, qui est la preuve de son dépôt. Et le rendement va être généré en LUSDC, donc c'est ce qu'on appelle un rebase token. Il est généré toutes les minutes. En fait, la balance de ces LUSDC va croître. Et l'utilisateur peut retirer ses LUSDC en USDC à tout moment. Côté Legiti, on va collecter ces USDC, on va les transformer à travers Circle, notre partenaire, en monnaie fiduciaire en dollars, et on va les investir sur un portefeuille d'obligations diversifié. Et donc, on va gérer ce portefeuille obligataire de façon, on va l'optimiser à travers trois compartiments. Un compartiment obligations gouvernementales, enfin T-bills principalement. Un compartiment short-term investment grade, short-term high yield bonds. Et un compartiment factoring, donc tout ce qui est à facturage aux États-Unis. Et pour chacun des compartiments, on va sélectionner, déléguer un mandat à un asset manager institutionnel pour offrir finalement une optimisation du portefeuille à long terme. Et donc avec cette façon de faire, on va pouvoir aussi s'adapter aux environnements de marché pour offrir en permanence la meilleure optimisation en termes de couple rendement-risque pour les utilisateurs. Le business model est assez classique, assez simple. 2% de management fees. Et avec certains partenaires, on a des rétrocessions aussi, notamment sur l'affacturage. On a des rétrocessions de nos partenaires. La roadmap, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller chercher à l'équivalent quasiment 1% du marché d'ici 3 ans. Donc, être une compagnie et atteindre 1 milliard d'actifs sous gestion ou de TVL, de Total Value Locked, dans notre protocole. Alors, en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'aujourd'hui, d'ici le milieu d'année, on discute avec des partenaires pour scinder cette stratégie, pour collecter les 20 premiers millions de dollars dans le protocole. Et de là, on sait qu'il y a d'autres investisseurs avec qui on est déjà en discussion et qui pourront plus facilement déposer et pour croître avec notre objectif de finir à 100 millions d'encours sous gestion d'ici la fin d'année. Et un objectif à 3 ans d'être à 1 milliard sous gestion. Donc après, c'est vraiment du revenu récurrent puisque c'est des frais de gestion et donc d'une société à 20 millions d'annuels recurring revenus. La thématique des real world assets dans l'industrie du Web3 est une narrative finalement qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc on a des concurrents. Il y a Ondo Finance, OpenEden, Spark, Centrifuge. La plus grande différenciation qu'on a avec ces acteurs-là, je pense, c'est qu'on offre aujourd'hui un meilleur rendement parce qu'on a cette optimisation du portefeuille. On n'est pas juste là en train de backer avec du T-bills, par exemple. Et on offre finalement le retrait instantané, pas de minimum d'investissement et la distribution de rendement aussi de façon instantanée. Ce que n'offrent pas les concurrents.
L'équipe, on est basé en France. La plupart de l'équipe est basée à Nice. On est 8 aujourd'hui dans l'équipe. On est en cours de recrutement de 2 autres personnes, un head of legal pour renforcer l'équipe, tout ce qui est compliance et autres, et un CFO. Et puis après, le reste de l'équipe est composé à peu près à 50-50 entre tout ce qui est développeur et business développement et marketing. Aujourd'hui, on a déjà une forte traction sur les réseaux sociaux. On a à peu près 40 000 followers sur Twitter. On a un Discord avec une communauté très engagée. Maintenant, on est autour de 17 000 et on a 10 000 à peu près sur Telegram. Donc, on a une forte traction, on a une vraie communauté qu'on a travaillé déjà depuis pas mal de temps. Dans l'écosystème de Legity, on a aussi un autre produit qui est Legity, l'application crypto patrimoniale, qui elle est on va dire une application qui va combiner un exchange crypto et la consolidation patrimoniale, la possibilité de connecter tous ses comptes bancaires. Et donc, ce protocole de rendement va aussi être distribué via cette application mobile. Et aujourd'hui, cette application a un réseau de distribution via une centaine de conseillers en gestion de patrimoine. Ces derniers temps, on a plusieurs partenaires et on a eu des awards aussi. Notamment, on a eu le prix du coup de cœur du jury aux awards de Patrimonia en septembre dernier. On a des partenaires comme Chainlink, on a eu des subventions de la part d'Edera et d'Arbitrum aussi récemment. Et puis on a eu le soutien par le passé de la BPI et on va dire de l'écosystème French Tech en général. Aujourd'hui, on est en levée de fonds avec 2 options aujourd'hui avec lesquelles on parle avec les investisseurs. Une première option traditionnelle, augmentation de capital, donc 2 millions pour 25%, donc 6 millions pré-monnaie. Et une deuxième levée de fonds qui est en parallèle, c'est soit l'une soit l'autre, qui est plutôt un prêt finalement collatéralisé par un portefeuille d'obligations investment grade et qui permet justement de seeder cette stratégie, ce protocole de rendement. Donc voilà, aujourd'hui les produits sont live, on est régulé, on a un début de traction et on a une forte communauté derrière pour amplifier le message. Et donc notre prochaine étape, c'est vraiment de finaliser notre tour de notre financement et d'aller chercher ce milliard d'encours sous gestion à horizon 2027 et avec une première étape en fin d'année avec 100 millions. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Top. Merci Pierre-Yves, les 5 minutes ont bien été respectées. Baptiste, Alban, avant de poser vos questions, est-ce que vous pouvez chacun votre tour rapidement vous présenter? Avec plaisir, si tu veux, Baptiste, je commence. Vas-y. Merci pour l'invitation, Gary, et merci pour cette présentation, Pierre-Yves. Donc moi, de mon côté, donc Alban Mandœuvre, je fais partie du fonds Ledger KT, qui est en fait un partenariat entre d'un côté Ledger, donc pour les gens de l'écosystème Web3 que vous connaissez bien, donc qui est la solution de sécurisation sous forme de hardware de crypto, et KT Innovation, qui est un investisseur en VC traditionnel, et donc qui est un fonds qui a été créé entre les deux. Ledger est conseil de ce fonds-là, et KT Innovation a le mandat de gestion de ce fonds, et c'est un fonds de 100 millions d'euros qui investit en seed et en série A dans des entreprises du Web3 de manière générale. Bonjour à tous, donc Baptiste Cotta de Leadblock Partners. Donc on est en fonds de VC focalisé sur le secteur de la blockchain uniquement, à la fois basé en France et à Londres. Et on a une stratégie, une thèse et un objectif qui est de faciliter l'adoption de la blockchain et des actifs digitaux par les entreprises, par les institutions et vraiment de la démocratiser. On a fait à peu près une vingtaine d'investissements, dont quelques-uns en France, mais aussi globalement. Donc content d'en apprendre plus sur Legity. Je pense qu'on aura quelques questions. Top. Bah écoutez, je vous propose de commencer là cette session à peu près de 30 minutes de questions-réponses. Je vous laisse la parole. Ouais, bah si tu veux, je commence, Baptiste. Mhm. Alors merci pour cette présentation, Pierre-Yves. J'ai une question parce que c'est un sujet effectivement assez chaud, le reward asset tokenization. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur ce marché-là. Et donc une des questions en tant qu'investisseur, c'est de comprendre vraiment quels vont être les marqueurs un peu différenciants que tu vas avoir avec ta solution par rapport à des solutions d'ailleurs que tu as mentionnées comme Ondo Finance ou Bakkt aujourd'hui. Et on se rend compte aujourd'hui, les vrais marqueurs différenciants, ça va être soit la capacité à attirer from day one beaucoup de TVL, et c'est un peu la guerre justement à la TVL avec des Ondo Finance qui sont loin devant. Et de l'autre, le vrai sujet pour ces boîtes-là, c'est de proposer un token qui va être liquide sur le marché, et notamment qui va pouvoir être utilisable sur le marché secondaire. Donc ma question, elle est double, c'est quelle est vraiment ta stratégie from day one pour attirer
beaucoup de liquidité sur ton token, que ce soit par des partenariats de distribution ou même en direct. Et la deuxième, est-ce que tu as prévu que ton token soit utilisable sur le marché secondaire? Tout à fait, c'est une bonne question. Quand tu parles de token, tu parles du token qui représente l'investissement, le yield bearing stablecoin, on est d'accord? Ouais, Pas le tout à utility fait. token. Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est juste pour remettre dans le contexte. Donc, on s'est pas improvisé. On n'a pas lancé ce projet parce que, bah oui, la narrative des real world assets grossit. C'est quelque chose que personnellement je travaille. Enfin, je connais le sujet de la tokenisation d'actifs depuis 2018. J'ai commencé à m'intéresser à la technologie blockchain en 2017. Et en 2018, je me suis vraiment intéressé, comme je viens du monde de la finance traditionnelle, j'ai fait 14 ans en banque privée et en gestion de fonds d'investissement, donc, voilà, un peu comme vous. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une technologie qui va transformer l'infrastructure financière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc voilà, je m'étais déjà posé des questions sur la tokenisation d'actifs. En 2020, j'avais été sélectionné par la Banque centrale de Lituanie pour travailler sur une sandbox sur la tokenisation de parts de fonds d'investissement, donc une plateforme, donc on avait fait un POC. Mais après, je m'étais rapidement rendu compte, à l'époque en tout cas, que la tokenisation en elle-même, il n'y a pas de business. Parce que quand vous allez voir un asset manager traditionnel, si vous n'avez pas de canal de distribution plugué à ça, il n'a aucun intérêt. Donc voilà, et donc toute cette réflexion depuis des années nous a amené aujourd'hui à créer Legit Yield avec, je pense, une vraie différenciation aujourd'hui dans le marché par rapport au Hondo Finance ou autres. Premièrement, c'est que c'est pas la tokenisation de T-bills ou d'un ETF ou autre. Le collatéral est vraiment un portefeuille d'obligations géré de façon active pour s'adapter à l'environnement de marché, avec différentes poches comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc une poche bonds gouvernementale et une poche investment grade short term high yield et une poche factoring. Et en fonction des risques de marché, on peut justement jouer sur ces différentes poches. Et chaque poche, on délègue des mandats à des institutionnels. Donc ça, c'est une première différenciation. L'autre différenciation, c'est que la façon dont on a construit le protocole au niveau réglementaire et autres nous permet d'offrir le retrait instantané, pas de minimum d'investissement et une distribution du rendement instantané aussi. Ce qui est encore différent par rapport à Hondo Finance, où quand vous investissez sur Hondo Finance, d'une part, vous n'avez pas votre token qui représente votre investissement tout de suite, vous l'avez, je crois, au bout de plusieurs semaines. Puis le retrait, ça ne se fait pas aussi facilement, donc il y a quand même encore beaucoup de freins à tout ça. Et pour répondre à ton autre question sur la liquidité, effectivement, nous, on a 3 layers de liquidité. Finalement, on offre 3 layers de liquidité. Le premier, c'est que jusqu'à 5% de la TVL, le retrait peut être en instantané parce qu'on garde ce buffer de liquidité-là dans le protocole. Et donc, au fur et à mesure que la TVL va grossir, on va gagner en efficacité. Demain, on a 100 millions jusqu'à 5 millions par jour peut être retiré instantanément. Le deuxième layer, c'est que si les retraits dépassent ces 5%-là, on va devoir vendre des real world assets et faire du on-ramp pour remettre le capital dans le protocole. Et donc là, ça peut prendre 2-3 jours ouvrés. Et le troisième layer, c'est ce que tu as mentionné, c'est de lister finalement ce LUSDC pour qu'il y ait ce layer de liquidité directement à travers un pool, que ce soit USDC et LUSDC par exemple. Et donc voilà, c'est exactement ces 3 layers-là sur lesquels on travaille pour offrir un maximum de liquidité aux investisseurs. Ok, du coup, ça me lance sur 2 autres questions par rapport à ce que tu viens de dire. C'est la première, sur ta stratégie de distribution. De ce que je comprends, c'est qu'au démarrage, dans ces cas-là, tu vas faire une distribution en direct. Et donc, tes clients potentiels viendront sur l'application Legiti en direct et tu feras du démarchage et du marketing en B2C classique pour attirer de la liquidité au démarrage. Alors, au démarrage, pour la liquidité, c'est plutôt des acteurs, on va dire, institutionnels crypto, plus gros. Donc, ça va être fonds VC crypto qui ont des poches de cash, des DAO, ce type d'acteurs-là. Et ensuite, on parle déjà aussi avec d'autres protocoles pour faire des synergies. Alors, soit des protocoles qui voudraient construire sur nous, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des protocoles décentralisés, enfin de stablecoins décentralisés, qui sont intéressés à avoir notre type de LUSDC, de token au sein de leur trésorerie, parce que du coup, ça leur génère sur leur trésorerie des rendements. Ce qu'a commencé à faire Angle, protocole, clairement, avec BAC, donc on discute aussi avec eux, et puis avec d'autres. Et potentiellement aussi en marque blanche, demain, soit des plateformes de yield, on va dire, dans l'univers Web3, ou même des centralized exchange qui vont offrir des vaults sur de l'USDC, et demain on mettra de l'USDT aussi également. Donc voilà, on va d'abord commencer à grossir avec ces acteurs-là, parce que c'est là où on peut avoir beaucoup d'économies d'échelle et plus en cours.
que du retail pur en direct. Peut-être si je peux revenir juste sur le LUSDC, si je comprends bien, c'est un token permissionless, c'est-à-dire que je peux le transférer. Si je veux le transférer à Gary, si je veux le mettre sur le DeFi, si je veux Exactement. créer un pool sur Curve, si je veux, etc., je peux le faire. Et du Exactement. coup, voilà, la raison pour laquelle la majorité des compétiteurs le font pas, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver la façon de le setup et les sujets régulatoires assez importants. Il y en a Ouais. quelques-uns qui ont trouvé des solutions. Vous gérez comment le sujet régulatoire en fait? Alors, c'est une très bonne question. Il est permissionless. Néanmoins, Mhm. on est obligé d'intégrer une fonction dans le protocole, comme quoi on peut freeze les fonds. Donc, c'est-à-dire que si demain, nous, on fait tout ce qui est, on fait du AML enforcement on-chain au départ. Mhm. C'est-à-dire qu'on va analyser les transactions. Si un wallet qui s'est connecté sur l'app et qui a utilisé notre protocole, il y a un red flag par Chainalysis, par ScoreChain, voilà, par ces outils-là, on va devoir après effectuer toute la diligence, due diligence qu'il y a derrière, c'est-à-dire demander des documentations, bloquer les fonds et autres. Donc c'est de cette façon-là qu'on qu'on répond en fait à ces questions réglementaires. Mais donc après il est permissionless, c'est-à-dire qu'il peut être échangé, il peut être transféré d'un wallet à un autre, mais ces fonds-là peuvent être gelés D'accord, dans mais notre après, protocole. ça c'est d'un point de vue AML, mais après d'un point de vue securities, prospectus, toutes ces règles-là, Oui, certains oui. compétiteurs ont des prospectus en l'occurrence. C'est votre cas ou pas? Enfin, Non, c'est quoi en fait l'asset? C'est un dérivé? alors, C'est une dette? ah, C'est une... voilà, c'est une très bonne question parce qu'il y a plein de schémas possibles. Euh, donc, du coup, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé sur la tokenisation dans les années précédentes et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la tokenisation, c'est encore un peu trop tôt parce qu'il y a énormément de freins, Hmm. justement, en termes de distribution, pour plein de choses, pour plein de raisons. Et je pense que c'est un peu tôt. Même en termes de marché secondaire, hein, on ne peut pas lister forcément un security token Oui, facilement comme ça. Euh, Nous, on a travaillé pendant pas mal de temps avec nos avocats pour trouver un setup en fait intermédiaire et qui est finalement un loan en fait. Donc l'utilisateur quand il dépose ses USDC, c'est un prêt qu'il fait à Legitty en contrepartie d'un rendement. Et donc dans le bilan de Legitty, finalement c'est un peu Hmm. comme fonctionne un assureur, hein, on va avoir une dette avec nos utilisateurs qui comprend le capital plus le rendement qu'on offre et un actif avec le portefeuille d'obligations et le rendement que génère ce portefeuille d'obligations. Donc voilà comment on gère aujourd'hui euh, ce côté-là. Et d'accord. donc ça permet justement de distribuer beaucoup plus facilement. Ça lève certaines barrières. Et j'ai énormément étudié, et pour moi, à l'heure actuelle, de ce que je connais, c'est la seule solution qui permet justement de lever les barrières en termes de distribution et qui permet d'offrir un produit qui puisse scaler. Et donc, donc, je pense que c'est typiquement le genre de sujet, hein, comme disait Baptiste, que nous, en tant que VC, on va être vraiment attentif parce que ça Bien peut sûr. clairement, potentiellement, si ton token commence à à se balader dans la nature et Mmh, que finalement, pour une raison X ou Y, il se fait retoquer par les régulateurs, ça peut clairement être un vrai sujet pour nous. Donc ça, c'est le genre de tout à choses, fait. ce sera intéressant pour nous d'avoir une legal opinion, tu vois, J'ai une qui, legal opinion justement, et le risque aujourd'hui qui est mentionné, c'est demain d'être requalifié finalement en société de gestion. Hmm. Ce qui Ouais. est pas vraiment un risque parce que ça se gère en fait. Hein, honnêtement, c'est pas très. Voilà. Donc le risque, il est là. Et, et bon, imaginons que ce sujet régulatoire est derrière nous. Ce qui va être aussi intéressant pour nous de comprendre, c'est est-ce que, une fois que ce token va être listé sur le marché secondaire, est-ce que tu vas toi-même mettre en place potentiellement des moyens pour optimiser dans la DeFi? Quelle va être ta stratégie justement pour optimiser au maximum pour que ton token soit utilisé dans des pools de DeFi? Est-ce que tu as déjà réfléchi à des sujets autour de ça? Tout à fait. Ouais, il y a surtout via des partenariats en fait avec d'autres protocoles, que ce soit comme je disais des stablecoins décentralisés où le token peut être en réserve en fait finalement des stablecoins décentralisés, donc générer du yield, ce qui peut être intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut facilement reproduire des crédits lombards, enfin ce qu'on a dans la banque privée traditionnelle, mais de façon beaucoup plus optimisée. Donc si demain on a un partenaire avec un lending protocol, on va pouvoir travailler sur l'éligibilité de notre LUSDC en collatéral, emprunter de l'USDC
Et à ce moment-là, si on l'emprunte à 3-4%, qu'on le redépose à 7%, voilà, on fait quelques loops et on peut créer des leverage vaults moins risqués que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la DeFi, parce qu'il y a des risques qu'on maîtrise pas forcément dans la DeFi. Donc voilà, donc c'est tous des sujets sur lesquels on réfléchit pour avoir un maximum, finalement, apporter un maximum de composabilité, jouer avec cette composabilité qu'on a dans la DeFi. Il y a des protocoles de DeFi avec qui vous êtes déjà en discussion pour ces On intégrations? discute avec Pablo de Angle, avec un autre sur Arbitrum, un autre protocole justement de stablecoin décentralisé, pas tout à fait comme Angle, mais voilà, avec la même approche, qui est intéressé justement à mettre en collatéral, enfin dans sa réserve, notre LUSDC. On a été intégré à Chainlink Build programme. Donc on a tout l'écosystème Chainlink aujourd'hui, on travaille avec tout l'écosystème Chainlink, donc ça nous ouvre pas mal de portes. Et puis on travaille aussi avec les fondations, donc on a eu une grande approval de Hedera pour déployer notre protocole sur Hedera. Aujourd'hui, il est déployé sur Arbitrum et Linea de Consensus. Et on a aussi une grande de Arbitrum pour promouvoir le protocole aussi sur Arbitrum. Et peut-être, en termes, peut-être pour creuser sur le client, sur la go-to-market et le client idéal pour vous, parce que quand on parle là de DeFi et d'intégration sur DeFi, et je pense que c'est super intéressant, et la composabilité, c'est la vision long terme de ces produits-là, donc ça c'est clair que c'est à faire. C'est un peu la stratégie qu'ont mené certains autres acteurs, et aujourd'hui, ça commence à devenir de plus en plus compliqué parce que les yields sur le DeFi sont bien montés. C'est-à-dire que quand Ando et d'autres ont fait ces stratégies de pooling et ces stratégies de leverage etc., le yield qu'on pouvait avoir sur l'USDC sur des grosses plateformes était quand même très inintéressante, quoi. C'est-à-dire que le T-bill était meilleur. Bien sûr. Et donc il y avait un spread entre le yield DeFi et le yield T-bill qui aujourd'hui n'est plus le cas. On peut facilement générer 10% sur un VU compound avec un très très bon collatéral. Alors on prend du smart contract risk bien sûr, mais je pense que c'est faire de dire que le risque est bas dans le sens où ces 2 dernières années, malgré tout ce qui s'est passé, ces plateformes sont pas mortes. Donc ce que je veux dire ici, c'est que l'investisseur typique DeFi, un peu dégène ou fond, entre 7% et 10-12% crypto-backed, il va peut-être prendre 10-12. Je ne sais pas si c'est le plus facile à aller chercher aujourd'hui. Et si ça c'est le cas, qui est-ce qu'on veut aller chercher? Est-ce qu'on veut peut-être des acteurs des investisseurs plus traditionnels, peut-être peu crypto? Est-ce qu'on veut, je sais pas, il y a beaucoup d'options en fait finalement, de typologie de clients, d'utilisateurs. Alors, j'apporterai juste une subtilité. Je suis d'accord, aujourd'hui, il y a des rendements plus intéressants parce que le marché est de revenus positifs et donc voilà. En revanche, at scale, déployer même 100 millions ou 200 millions à 12%, ça me paraît quand même encore challenging dans la DeFi, avec quelque chose qui est plutôt stable. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte volatilité des rendements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 12%, mais si demain, il y a quelqu'un qui arrive avec une grosse masse de liquidité, le 12% peut se transformer en 5% ou 4% ou 3% d'un jour à l'autre. Donc, il y a quand même un monitoring aussi le jour à faire, ce que tout le monde aussi ne fait pas. Aujourd'hui, nous, des échos qu'on a dans le marché, il y a quand même énormément de poches de liquidité qui ne se font rien. Des acteurs, soit des fondateurs de projets crypto très connus, que je ne citerai pas, mais qui ont aujourd'hui des 100 millions, 200 millions en stablecoin de patrimoine, au final, et qui ne sont pas forcément investis. Des projets crypto qui ont aussi levé des protocoles, enfin des Layer 1, des Layer 2, qui ont levé des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Pareil, ils ne mettent pas l'argent sur des protocoles DeFi, ces gens-là. Ils ne vont pas le mettre sur des pools de liquidité parce que le risque est trop important. Oui, après, voilà. Ils prennent un smart contract risque. Après, là, avec vous, ils prennent un risque de contrepartie aussi. Alors, vous avez le collatéral, mais c'est à travers les GT. Donc, on prend un risque aussi sur le. Tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille aussi. Oui, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la transparence et le proof of reserve, notamment avec Chainlink. C'est qu'on veut vraiment apporter cette approche institutionnelle de fonds d'investissement, ce que je faisais durant ma carrière avec des une sorte de reporting. Faut pas appeler ça des reporting parce que c'est pas un fonds, mais c'est vraiment apporter, c'est exactement cette approche institutionnelle pour le monde du Web3. Et peut-être justement ce qui est intéressant sur cette slide-là, c'est peut-être de comprendre un peu plus le volet opérationnel quand tu parles de Qualified Custodian et de Banking Partner. Oui. De bien comprendre aussi justement si demain Legity fait faillite, est-ce que moi en tant que porteur du token, j'ai un moyen de récupérer les fonds via un security agent ou que sais-je. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le volet opérationnel et quels sont un peu tous les acteurs au sein de cet écosystème?
Ouais, c'est une très très bonne question. Donc là, on dirait, on est dans le seed, on est dans la phase 1 le projet est setup, le produit est là et live. Et après, il y a une phase 2 pour améliorer tout ce côté que tu viens de mentionner. Aujourd'hui, c'est dans le bilan de l'EGT. Il n'y a pas, on va dire, d'organisme de défaisance, enfin voilà, en cas de faillite. Ce qu'on a prévu, c'est que dès qu'on a atteint 20 millions de TVL dans course de gestion, on va créer finalement cet organisme de défaisance ou peu importe pour justement, si demain l'EGT fait faillite, que tous ces encours, ce capital qui vient en final en collatéral du prêt, fait par les utilisateurs, soit ségrégué finalement de la société, ne peut pas être pris, j'en sais rien moi, pour payer d'autres créanciers ou peu importe. Donc voilà, on y va en 2 étapes parce qu'on est tout à fait conscient de ça. Maintenant, voilà, on y va step by step en fonction des moyens qu'on a. Donc on a cette première étape-là où effectivement c'est dans le bilan de l'EGT, mais on ségrègue les deux parce que c'est des comptes qui sont uniquement dédiés à ça. C'est pas le compte opérationnel de la société sur lequel on va déposer ce capital et investir. Et aujourd'hui, on travaille avec en euros, bon, la banque de Lubac, que vous connaissez bien, et avec Swissquote au Luxembourg. Et je suis en train d'ouvrir aussi d'autres banques à Monaco que je connais. Mais après, c'est toujours pareil, ça va avec les encours sous gestion, enfin avec la TVL. Et c'est via Delubac que vous achetez les bonds et le sous-jacent? Ou pour le protocole qu'on lancera en euros, oui, ou via Swissquote. D'accord, Parce ok. que le sous-jacent, c'est. Alors, c'est ça, c'est. Hmm. Juste pour rebondir sur la question d'Alban, c'est. Vous achetez des bons ou vous achetez des Oui. ETF ou vous achetez. Alors, ça Parce que. dépend du volume. Au début, sur le petit volume, il y aura des ETF aussi, mais après, c'est construire un portefeuille de bonds et où la gestion sera déléguée à des asset managers, Aberdeen, Hamburger Bergman ou d'autres. D'accord, ok. Donc en fait, ça sera un mandat en fait. Ils auront un mandat de gestion sur un C'est ça. fonds que vous avez créé en fait finalement. Ouais. Ok. Bah, en fait, pour être transparent, moi je suis actionnaire aussi non opérationnel d'une société de gestion à Paris, petite gestion de private equity. Et le but, c'est créer un véhicule dédié à ça et pour optimiser du coup après tous les frais qu'il peut y avoir autour. Euh, et ce véhicule sera géré par, euh, par, un, par un ou plusieurs asset managers en fonction du volume après, parce qu'avec peu de volume, on ne peut pas déléguer plein de mandats, hein, vous savez comment ça marche. Mhm. Mais Ouais. at scale, effectivement, c'est diversifier les risques avec plusieurs asset managers sur des niches en fait spécifiques. Et si on se projette un peu, donc là, une fois que ce token sera lancé, on se rend compte aujourd'hui aussi que tu as pas mal donc, de tes acteurs, enfin les compétiteurs type Ondo, Bact ou autres, qui en fait maintenant se concentrent sur développer un maximum de produits et de différents produits pour élargir le nombre de produits qu'ils proposent et eux ils le font via des single products, on va dire, c'est-à-dire que Oui, c'est un T-bills, une action, un ETF. Et donc tout à fait. toi, étant donné que dès le départ tu fais un panier, on va dire, Mm. de produits, quelle va être du coup ta stratégie sur les autres produits s'il y en aura d'autres, ou alors est-ce que tu prends un autre parti pris et comment t'imagines la suite en fait? Alors voilà, c'est effectivement une des différenciations en termes de positionnement, puisque comme tu l'as dit, Hondo, c'est vraiment euh, des investissements, voilà, un T-bills ou telle maturité ou autre, et à chaque fois, il lance un produit. Nous, on veut vraiment amener la gestion active d'un portefeuille obligataire qui va pouvoir être justement s'adapter dans le temps, parce que peut-être demain, le T-bills, si la Fed baisse ses taux dans un an et demi, ce sera plus du tout attractif. Et donc, ce sera des produits que Gondo a mis en place aujourd'hui, mais finalement qui ne servent plus à rien. Nous, on fait un produit qui puisse perdurer dans le temps avec cette gestion active du portefeuille. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire aussi un seul produit. Puisque dans le produit, pour nous, il y a le rendement, mais aussi la liquidité. Il y a ces deux paramètres-là. Donc aujourd'hui, on offre un produit avec 7% de rendement et une liquidité instantanée sur le protocole. L'objectif demain, c'est de faire d'autres lignes de produits, alors pas non plus pléthore, hein, mais une deuxième avec une liquidité un peu moindre, peut-être à 6 mois ou à 1 an, mais au lieu de 7%, avoir du 10 ou 12% de rendement. Donc voilà, c'est cette typologie de produits et cette approche-là qu'on met sur le marché qui nous permet de nous différencier justement aussi des compétiteurs.
Et justement là-dessus, je pense que je reviens à la question un peu go-to-market typologie client. Je pense que le fait que ça soit, c'est un peu mon impression et une forme de feedback, mais après discutons-en, c'est le fait que ce soit géré activement avec une stratégie qui peut évoluer et que ce soit Mhm. pas single product, etc., suggère pour moi que l'utilisateur et le client, il est peut-être moins sophistiqué. Quelqu'un de sophistiqué veut un peu des primitives où il peut gérer sa stratégie. Il veut ça, voilà, il peut bouger de l'un à l'autre assez facilement. Donc c'est là où je pense et vu aussi Legity et son réseau, une clientèle plus retail, moins sophistiquée par rapport à un Hondo, par rapport potentiellement aussi à un Bact. Je pense que vous pouvez jouer dans un marché, ou vous devrez jouer Oui, peut-être aussi, honnêtement, oui. dans un marché différent. Tout à fait. Le retail, c'est pas quelque chose qu'on met à côté. C'est juste qu'à court terme, pour croître les encours rapidement, la TVL rapidement, on va vers des acteurs où il y a quand même plus de trésorerie que du retail, parce que on sait le retail, hein, il faut attirer 500 000 personnes qui mettent des petits tickets, voilà, ça peut prendre du temps, et c'est aussi énormément de ressources d'investissement, marketing, communication ou autre. Mais par contre, on ne se ferme pas du tout à ce marché-là, au contraire, parce que je pense que ça peut être une très bonne solution pour n'importe qui aujourd'hui a un peu de trésorerie en stablecoin et qui souhaite les mettre justement avec un rendement sécurisé via notre protocole. Mm. Mais à court terme, pour croître rapidement, aujourd'hui, on est en discussion justement avec des gros acteurs et ces acteurs-là font pas forcément allouer. C'est pas des asset managers, hein. Un protocole layer, quelqu'un qui a de la trésorerie parce Mhm. qu'ils ont levé 5, 10, 50 millions, c'est pas des asset managers, donc ils vont pas faire l'allocation en prenant un produit Hondo, un produit Spark, un produit Centrifuge. Après, c'est mon ressenti aujourd'hui du marché, hein, c'est quand je parlais. Ils le font pas, ça. Oui, c'est pas Et très donc, sophistiqué. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en stable alors que euh, voilà. Et donc, nous, quelqu'un on vient gagne offrir. 5% derrière, quoi. Voilà, et donc nous, on offre cette solution derrière, quoi, en fait, finalement, Mhm. une solution où il y a un rendement un peu plus élevé, et ils ont cette optimisation du portefeuille qui est faite à leur place, finalement. C'est un peu comme si, je dis n'importe quoi, hein, on va investir sur un fonds daté de Carmignac 2027, et ben voilà, vous avez la gestion de portefeuille euh, qui est optimisée donc c'est un peu cette approche-là d'asset manager, finalement, mais qu'on veut Mhm. offrir pour l'industrie du Web3. Et aujourd'hui, Et, l'environnement le permet aussi. Les rendements sont attractifs, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Ouais. et pour bien comprendre aussi, donc il y a l'application Legity donc, qui Oui, existe déjà. Comment les oui. deux projets vont perdurer dans le temps? Parce que finalement, le projet du token en lui-même, c'est déjà un projet assez, enfin, qui va demander beaucoup de ressources. Et donc, Mm. comment vont se passer comment tu vas sectoriser les deux? Est-ce que Legity va continuer à perdurer? Donc, quelles vont être les ressources allouées à chacun des projets? Alors déjà, il y a beaucoup de synergie dans les deux produits, puisque le protocole de rendement est aussi distribué dans l'application mobile, justement pour des investisseurs qui ne sont pas forcément crypto, plutôt des investisseurs traditionnels qui veulent se mettre sur les cryptos. Et donc nous, dans l'offre sur l'application mobile, il y a l'achat-vente de crypto, enfin des 10 plus grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum et autres. Il y a l'achat, la vente programmée, le protocole de rendement sur stablecoin. Et il y aura aussi des paniers crypto. Donc c'est vraiment une offre assez traditionnelle, j'ai envie de dire, sur un outil, une plateforme crypto. À côté de ça, on a greffé des solutions patrimoniales. C'est ça aussi qui nous différencie par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez connecter vos comptes bancaires, assurance vie, compte titre, PEA et autres. Et on a construit un réseau de distribution via les conseillers en gestion de patrimoine pour être finalement la solution pour les conseillers en gestion de patrimoine pour accompagner leurs clients sur les cryptos. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne le font pas, les assureurs ne le font pas. Donc voilà. Donc pour nous, c'est plutôt pour le protocole de rendement un relais de croissance naturel qui se fait à travers l'application mobile. Mais donc voilà pour répondre à la question. Et les deux, aujourd'hui, voilà, il y a énormément de synergie. Je comprends bien les synergies, mais du coup, est-ce que, enfin, la levée de fonds aujourd'hui va être Mmh. dédiée à ce projet? Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à ce qu'il y ait deux entités différentes avec une stratégie de Oui. développement de l'application qui lui est propre et Mmh. de l'autre, une stratégie B2B2C pour le Mmh. développement de ton token? Donc, en tant qu'investisseur, je pense que c'est un sujet sur lequel on est assez sensible, c'est de Tout à fait. savoir vraiment les ressources, à quel projet elles vont être Tout à dédiées. fait. Parce on pourrait très bien se dire que
ben, si le projet Legity de l'application, c'est de le développer et que du coup, ce projet de token, c'est un moyen de le développer, Mm, bah, autant lister le token de Bact ou de Hondo ou que sais-je bien pour sûr. développer l'application. Donc, c'est vraiment comprendre sur quel projet va être mis le curseur, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, pour des questions de croissance et de potentiel de croissance rapide plutôt, le curseur est plutôt mis sur le protocole de rendement parce que c'est là où on peut plus rapidement atteindre déjà le break-even. Ensuite, les deux projets, là aussi où il y a des synergies, c'est pas que produit distribution, c'est aussi en termes de coût, puisque il y a tout ce qui est AML enforcement derrière, le compliance, la régulation. Il y a une régulation pour les deux produits. Si on scinde, est-ce qu'après il faut avoir deux fois la licence, deux fois les coûts? Voilà, ça c'est une question. Mais maintenant, après, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'idée, demain, c'est est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, un spin-off demain des deux produits? C'est une possibilité sur laquelle on n'est pas fermé. Mais à l'heure aujourd'hui, ça nous permet de faire d'énormément d'économies d'échelle en ayant les deux produits sur la même entité, notamment au niveau réglementaire et autres. Il y a plus des gains d'efficacité aujourd'hui que des coûts supplémentaires. Ok. Peut-être une dernière question pour moi. Un point qui m'avait marqué, c'était le 2% de management fees, Oui. qui est assez élevé, je dirais. Ouais, considérant Oui, beaucoup de choses, considérant la typologie de produit, considérant les bien compétiteurs, sûr. considérant etc. Pourquoi? Est-ce que c'est tenable? C'est quoi la vision Bah, là? Et oui, et du aujourd'hui, coup, oui. les 2%, c'est moins les 7% ou alors c'est Non, du coup. plus. Ok. Aujourd'hui, les simulations de portefeuille, on peut quasiment être à 9%. Parce qu'il y a une composante, on va dire T-bills à 5%, une composante short-term investment, short-term high yield entre 6 et 10%, et la facturage autour de 12-13%. Grosso modo, c'est ça les grandes lignes. Donc aujourd'hui, c'est construire un portefeuille avec un rendement proche de 9%. Après, quand je dis management fees, c'est pas un fonds d'investissement, donc c'est pas vraiment des management fees, c'est juste que on a cet actif en face du passif fait par le loan en fait, des utilisateurs. Et cet actif va générer, on va dire, du 9% et on va redistribuer du 7%. En fait, nous, on s'engage à générer du 7%. Donc, c'est après, Hmm, finalement, la société gagne de l'argent sur le spread. Donc, ce n'est pas vraiment des management fees. oui. Voilà. Mais je mets management fees pour simplifier, on va dire, la D'où le visualisation. 7% fixe en fait. Ok. Exactement. Parce que nous, en fait, on s'engage à 7% et nous, derrière, on fait en sorte de générer plus. Voilà. Et c'est comme dans le bilan je sais pas, d'un assureur d'un fonds euro, quand il vous donne du 3%, son portefeuille ne génère pas forcément du 3, il génère plus ou moins, mais voilà, c'est un peu cette même approche. Ok. Et Et donc, nous, le risque, on je sais. a. Oui, pardon. Non, non, pardon, vas-y. Non, je disais juste, le risque, il y a deux risques. Il y a le risque de liquidité demain, donc il faut avoir un portefeuille qui soit justement la construction avec des stress tests pour être, si demain il y a un bank run, on va dire, sur le protocole, que tout soit liquidable rapidement. Et puis après, le risque de défaut au sein du portefeuille. Donc là, on peut appliquer une forte diversification qui fait que même si on applique, on va dire, un taux de défaut dans le portefeuille, ça ne met pas à mal la stratégie et les 7% de rendement. Ça va plutôt venir rogner sur la marge, notre marge, que sur le rendement distribué aux utilisateurs. Ok, très clair. Je pense que j'aurais une dernière question qui est un peu le nerf de la guerre, que je pense que Baptiste aura aussi, c'est du coup sur la structure du tour, bien comprendre exactement donc et quelle est la valo attendue et Ouais, surtout j'ai compris qu'il y avait un token aussi, c'était pas très clair pour moi. oui. Donc sous quelle forme tu voulais faire ce financement? Est-ce que c'était un safe? Est-ce qu'il y a un token warrant du coup à côté? Voilà, Mm. comprendre un peu plus exactement la structure du tour. Ouais, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on est en discussion avec des investisseurs, plusieurs investisseurs, et donc rien n'est arrêté. C'est plutôt aujourd'hui une discussion. Donc, equity et token warrant, c'est tout à fait possible. Le token, on a le LDY qui est un utility token et qui permet justement dans le protocole, par exemple, dans le protocole, il y a aussi des frais de retrait de 0,3%. J'ai oublié de mentionner. Et donc, si vous stakez le token, ces frais sont à zéro. Pour ce qui est leverage vol, donc les prochains produits qu'on sortira, il y aura un accès uniquement à ceux qui détiennent le token parce que la scalabilité d'un leverage vault, c'est pas la même que le vault de base. Ceux qui veulent aussi avoir l'accès à la date
à la data, en tout cas ligne par ligne du portefeuille en collatéral, pareil, il faudra staker le token pour pouvoir avoir accès. Donc voilà, donc, plusieurs utilités autour du protocole. Aujourd'hui, la Valo, donc, comme je disais, on étudie vraiment deux options aujourd'hui parce que le nerf de la guerre, c'est comme quand on monte un fonds d'investissement, c'est le seed money au départ dans la stratégie parce que ça attire d'autres capitaux. Nous, on sait qu'aujourd'hui, si on arrive à 20 millions dans le cours sous gestion, enfin de TVL, on aura énormément d'économies d'échelle, on aura, et il y a d'autres capitaux qui investiront aussi et ce sera beaucoup plus simple d'attirer et de monter à 50 millions, 60 millions très rapidement. Donc on a ces deux options-là quand on parle avec les investisseurs et ça dépend de l'investisseur. Donc le tour en equity traditionnel, 2 millions pour 25%, donc 6 millions pré-monnaie. Voilà, avec une possibilité d'avoir un token par an. Et l'option 2 qui est plutôt un loan, donc où le capital de l'investisseur est 100% investi sur le portefeuille d'obligations investment grade, ou même si les investisseurs veulent eux-mêmes être partie prenante de la gestion de cette poche, c'est tout à fait possible pour sécuriser le capital de ces investisseurs, pour que l'objectif, à la fin des 3 ans, ils récupèrent 100% de leur capital. Et que nous, entre-temps, contre aussi 25% de la société, ou 25% de la token supply, ou un mix des deux. Et nous, ça nous permet de nous financer, en fait, on se finance sur le rendement du portefeuille. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Pour l'investisseur, son investissement est collatéralisé avec le portefeuille d'obligations investment grade, avec une liquidité à 3 ans, et une transparence et en tout cas un accès direct au portefeuille obligataire. Et de notre côté, on a 20 millions de TVL pour attirer plus facilement d'autres capitaux, et on se finance sur le rendement qui est généré sur ce portefeuille. Donc, si on fait un portefeuille extrêmement sécurisé en dollars à 6,5%, 7%, ben voilà, on est au break-even, on va générer 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires en dollars. Et ça nous permet d'accélérer massivement, d'investir massivement dans le marketing, dans la croissance du projet. Et sur le token, du coup, c'est quoi les règles de conversion? Enfin, comment ça se passe exactement? Ça, honnêtement, elles ne sont pas définies encore, c'est en discussion. D'accord. Elles ne sont pas définies, donc c'est vraiment à discuter. Aujourd'hui, on est ouvert, on sait qu'on a un beau marché devant nous. On a déjà pas mal de contacts avec l'industrie, donc on voit un énorme potentiel. Donc nous, notre priorité, c'est vraiment d'aller chercher ce potentiel. Et peut-être juste pour te répondre sur l'option numéro 2, enfin, je sais Oui. que en tout cas côté Ledger KT, c'est pas forcément le type de financement, enfin, on recherche pas forcément ce type de financement quand on investit avec notre fonds. Enfin, ce sera plutôt l'option numéro 1 qui est entre guillemets classique, sur laquelle nous on sera plus à l'aise en tout cas. Ouais, Ouais, pour c'est un pour ça VC que c'est classique, important. c'est le cas. Mm. Après, Ouais. pour un acteur un peu plus, je dirais, avec des stratégies un peu plus type crypto hedge fund, j'appellerais ça, Ouais, ou hybride c'est ça. entre liquide, VC, et voilà, qui s'appelle parfois VC, mais en l'occurrence qui opère Mm. souvent plutôt comme un hedge fund, ça peut intéresser. 20 millions, c'est beaucoup ces temps-ci, même si les gens Mm. commencent à faire de l'argent depuis quelques mois. Mais financièrement parlant, je faisais les calculs, c'est pas inintéressant. Donc je comprends à la fois pour Voilà, c'était l'invest une et à la fois structuration. pour vous. Donc Voilà. c'est intéressant comme idée. Et après, les deux sont pas incompatibles, c'est-à-dire que si on a des invests en fait sur l'option 1 en equity, on peut en parallèle aussi continuer à travailler sur l'option 2 où il y aurait que des tokens à ce moment-là, il n'y aurait pas d'equity et ça serait parce que c'est plus orienté, comme vous l'avez dit, vraiment des VC crypto moins traditionnels en fait, voilà. Donc en fait, les deux sont pas du tout incompatibles parce que le type d'investisseur n'est pas le même, je pense. Voilà, c'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'on bosse vraiment sur les deux. C'est Et clair. parfois, d'être backé par un fonds connu en equity, voilà, avec vous savez très bien que ça donne la légitimité et ça peut aussi accélérer l'option 2 pour des investisseurs plus crypto qui eux, on peut-être attendent aussi d'être rassurés par un investisseur qui va mettre voilà, de renom, qui va investir dans le capital. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que les deux vraiment peuvent se nourrir l'une de l'autre et voilà, je pense que ça peut vraiment être aussi un accélérateur de croissance. Entendu. C'est clair. Ok. Ouais. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions, messieurs? Ouais. Ouais. Moi, j'avais juste une ou deux questions. La première, c'était sur le taux à 7% qui est Oui. garanti. Est-ce que c'est quoi la temporalité? Est-ce que c'est tous les trimestres, il est mis à jour? Comment tu arrives à le garantir finalement?
Alors, il est garanti sur une période donnée, dans le sens où on peut le réviser à tout moment, parce que bah, si demain les taux baissent drastiquement, on va devoir réviser ce taux-là, bien sûr. Mais néanmoins, dans l'industrie financière, les taux ne fluctuent pas comme dans les protocoles DeFi, c'est-à-dire c'est pas d'un jour au l'autre, on va passer de 7% à 4% dans le portefeuille, parce que bah, il y a toutes les politiques monétaires et autres. Donc, on a quand même une visibilité. Aujourd'hui, je pense que ce portefeuille, aujourd'hui, on peut le construire au moins facilement pour les 12 prochains mois, voire plus. Après, si demain les politiques monétaires évoluent, enfin, d'ici la fin de l'année, ce qui est possible que les taux baissent et autres, ben, au fur et à mesure, on va réajuster le portefeuille. Mais voilà, c'est c'est des périodes quand même assez longues, quoi. Là, au moins, au minimum 12 mois. Ok. Et le deuxième point, c'est par rapport au point qui était mentionné, donc l'instant withdraw. Oui, Comment tu arrives à gérer s'il y a d'énormes flux de sortie? Comment tu peux les assurer tout à fait. sans mettre en caution les actifs qui sont sous gestion à l'instant T? Alors, c'est ce que je disais, il y a trois layers de liquidité. Le premier, c'est que jusqu'à 5% de la TVL, ça peut être retiré instantanément sur 24 heures. Au-dessus de ce ratio-là, ce buffer de liquidité, on va devoir process forcément des ventes de T-bills ou autres pour remettre le capital on-chain. Et donc ça peut prendre 2-3 business days. Et donc là, en fait, dans le protocole, il y a un système de queue qui est mis en place. Et donc, bah, les personnes qui retirent sont mis dans la queue les unes après les autres. Et au fur et à mesure que le capital est remis on-chain, et bah, du coup, le capital est redistribué aux investisseurs. Donc, il y a un système de queue. Et donc, c'est aussi une des utilités du notre utility token, c'est-à-dire que ceux qui vont staker le token auront une priorité dans la queue par rapport aux autres. Voilà. Et puis le dernier layer qui est le listing, entre guillemets, ou en tout cas créer un pool de liquidité d'échange LUSDC, USDC ou LUSDC ETH et d'attirer de la liquidité. Et donc ça serait un autre layer comme un échange en fait finalement où les gens pourraient échanger et vendre le LUSDC. Ok, très clair. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je vous propose, Baptiste et Alban, de passer au feedback. Donc, l'idée, c'est voilà, de donner un peu votre retour. Éventuellement, dire voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui vous manquent, vous en tant que VC, est-ce que vous auriez continué la discussion ou non? Voilà, je vous laisse la parole. Bah, peut-être je peux donner un peu des points positifs et négatifs, hein. Je Oui, bien dirais que, sûr. enfin, sur le marché, personnellement, et je pense qu'on est tous d'accord, je pense qu'il y a un énorme potentiel à avoir 130 milliards ou je sais plus combien, 140 Mm, milliards de stablecoins qui génèrent zéro. Ou derrière, il y mm, a quelqu'un qui, du coup, a ses dollars et les place. Ça a un sens quand même assez limité quand les taux sont pas zéro. Donc, il y a clairement un marché. Il y a un marché en croissance. On le voit, hein, on le mm, voit, les compétitions ont de l'attraction et il y a de l'intérêt. Et je dirais aussi, à un point de vue super high level, la vision que les marchés financiers, l'infrastructure qui est derrière les marchés financiers est quand même très vieille et mm, très, qui manque de flexibilité, très coûteuse. Elle est partagée par les banques, notamment les plus grosses. mm, Et les plus grands accès à cette manager au monde quand on écoute David Solomon ou Larry Fink, ou etc. mm, Donc cette vision-là, je pense que c'est pas juste une vision des acteurs de la crypto, c'est une vision générale du marché. Et donc ça, il y a beaucoup, ça c'est très intéressant. Et puis l'autre positif, c'est je pense le produit qui est très simple et qui est permissionless, qui lui donne une mm, composabilité intéressante. Moi, là où j'ai plus d'inquiétude, après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut creuser. C'est le coût qui est relativement élevé, le côté plus asset manager ou ces organisations, mm, le côté risque de contrepartie qu'il y a dans la mm, façon où c'est structuré, et tout ça qui implique pour moi, mais encore une fois à discuter, une stratégie qui est plus retail, focus et moins très gros acteurs. Et là, peut-être que c'est aussi mon point de vue en tant que lead block. Nous, on est plus B2B, plus instit, et donc on n'est pas forcément, on n'aime pas forcément trop les modèles très focus retail avec un mm. gros coût d'acquisition, etc. Et du coup, c'est ça Je suis d'accord. qui pourrait m'inquiéter un peu. Je partage ça en tout cas sur le coût d'acquisition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne plutôt, alors c'est pas du B2B, mais en tout cas des plus gros acteurs et des partenariats. Parce que sur cette base de protocole, voilà, d'autres protocoles pourraient construire dessus, comme je mentionnais, ou même des centralized exchange pourraient distribuer euh, ce rendement, ce volt en marque blanche aussi. C'est des Mhm. choses, voilà, avec qui il y a Ouais. des acteurs avec qui on parle déjà, quoi, voilà. Et qui accéléreraient facilement et qui seraient beaucoup moins coûteux en termes d'acquisition utilisateur. Je suis d'accord. Moi, du coup, point positif, point négatif, mais sur les points positifs, Oui. je rejoins évidemment tout ce qu'a dit Baptiste. Je pense que c'est un marché énorme.
C'est pour ça aussi, et c'est peut-être aussi un point positif, enfin, en tout cas rassurant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent sur ce marché-là parce que je pense Ouais. vraiment qu'il y a beaucoup de parts de marché à prendre sur ce sujet. Et j'étais aussi agréablement surpris, notamment sur le côté permissionless, Oui, qui, je pense, méritera d'être creusé si on est amené à continuer la discussion parce que c'est clairement un point ultra compliqué d'un point de vue tout à fait. régulatoire. Ondo n'y arrive pas depuis les Mm. États-Unis. Bact le font depuis la Suisse, mais il y a des Mm. difficultés d'un point de vue fiscal Mm. aussi. Donc ce sera intéressant de vraiment de creuser ce point-là avec toi d'un point de vue régulatoire parce que pour en avoir discuté, le setup était pas évident, quoi. En tout cas, si on le fait onshore en Tout à Europe, fait. il y a pas mal de sujets à régler. Et moi, le truc enfin, qui me dérange et en tout cas qui me perturbe, c'est vraiment, c'était un peu ce qu'on évoquait à la fin, c'est comment tu vas réussir à gérer deux projets en même temps, en fait. Mm. Et pour moi, ce sujet de Legit Yield, c'est un sujet à part entière qui mérite d'être dédié à 100%. On a passé un peu de temps là-dessus, mais le volet opérationnel, c'est quand même une grosse machine, quoi. Mm. Il y a une banque, il y a un custodian, Bien il y a un sûr. security agent. Faire le proof of reserve chez Nix, ça mérite, à mon avis, beaucoup de développeurs. Donc, je pense que tous ces sujets-là, ils mériteraient d'être creusés avec toi pour vraiment bien Bien comprendre sûr. quelles vont être toutes les ressources qui vont être dédiées à ce projet-là. Et après, comment il va être amené à être développé et à perdurer dans le temps. C'est vraiment ce sujet-là qui, moi, en tout cas, m'intéressera de mieux comprendre et de creuser avec toi. Euh, Avec plaisir. voilà. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais c'est tout le volet un peu plus business plan, qui est un peu Mm. le, le dur du dur, mais ça, on ne pourra pas y échapper, quoi. Bien sûr. Top, merci messieurs pour vos deux feedbacks. Pierre-Yves, d'ailleurs, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'ont dit Baptiste et Alban? Non, non, mais je suis enfin, en tout cas, je suis tout à fait aligné avec ce qui vient d'être dit, hein. C'est des choses pour lesquelles je suis tout à fait conscient. Aujourd'hui, nous, on y va step by step, hein. On est une start-up. Voilà, on a fait, je pense, déjà, on a construit beaucoup de choses avec pas forcément des moyens monstrueux. Et après, je suis d'accord avec tout, avec ce qui a été dit. Maintenant, c'est des choses en fait qui, avec le projet qui grossit, on aura les moyens, voilà, facilement, je pense, de, on va dire, d'améliorer la structuration, ou en tout cas de la rendre encore plus efficace que ce qu'elle est aujourd'hui, dans le temps. Ouais. Top. Bah merci, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs de vous être prêtés au jeu et d'avoir participé à ce premier format VC versus. Et pour toutes celles et ceux qui nous ont regardés, bah merci d'avoir tenu jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et hâte de retrouver Baptiste et Alban dans un prochain épisode peut-être. Et je vous dis à très vite.